déforestation très grave pour notre pays, pour la population, pour l'environnement. Et le fait que nous soyons réunis aujourd'hui pour lancer cette opération est quelque chose de très utile pour tous nos concitoyens. Donc je voudrais inviter tous nos concitoyens, toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire à participer de manière pleine et entière à cette opération qui permettra dans quelques années d'avoir une Côte d'Ivoire plus verte. Donc j'ai planté un arbre aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire plus verte pour le futur. Nous ne sommes pas dans un tribunal, mais plutôt au concours national de plaidoirie. Ici, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny sont opposés aux étudiants de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Les participants ont l'occasion de se mettre à la place d'un délégué du CICR, d'un officier militaire ou d'un civil dans une situation de conflit armé. Pour Pélagé, juriste chargé du droit, c'est l'occasion de faire sortir le droit des salles de cours afin que les étudiants en comprennent mieux son application dans la réalité. Il s'agit d'un concours qui est organisé à l'intention des étudiants, principalement des étudiants juristes, et sont habilités à concourir les étudiants qui ont suivi au cours de leur cursus un cours en droit international humanitaire. Le vainqueur de ce concours va représenter la Côte d'Ivoire au concours régional francophone de plaidoirie en droit international humanitaire qui va réunir différentes universités d'Afrique francophone. Depuis 2005, le concours régional francophone de plaidoirie en droit international humanitaire a lieu tous les 2 ans. Les éditions 2005 et 2009 ont été remportées par la Côte d'Ivoire. L'édition 2015 se tiendra à Niamey et réunira plusieurs pays de l'Afrique francophone. Ils vont devoir attendre pour une période indéterminée avant de regagner leur domicile. Ces habitants du quartier Sodefo Extension, dans la commune de Yopougon, vivent un véritable cauchemar. Ils ont dû fuir leur maison inondée aux 3/4 par les pluies diluviennes de ces derniers jours. Si, chez mon grand frère derrière là-bas, ma femme est partie chez ses parents. Aujourd'hui, moi avec lui, on est séparés. Un part des familles, si se sépare de ses familles comme ça, c'est pas bon. Selon les habitants, cette situation est la conséquence de la fermeture d'une canalisation d'évacuation d'eau par une entreprise de cimenterie située en face du quartier. Depuis, ils ont fermé les anciennes canalisations pour faire la nouvelle. La toute première pluie du mois de mai de 2014 n'est plus partie jusqu'à aujourd'hui. On a pataugé partout, mais rien. Et aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, tout le monde a quitté. Moi-même, nous sommes propriétaires de maisons. Aujourd'hui, on loue maison. Nos tentatives pour rencontrer les responsables de l'entreprise se sont avérées infructueuses. Selon les gardiens des lieux, aucun responsable n'est présent sur place. L'entreprise elle-même a dû fermer depuis 2 jours à cause de l'inondation dont elle est aussi victime. N'ayant pas les moyens de se prendre un nouveau logement et aussi la chance de séjourner chez un parent ou chez une connaissance, une 50aine de familles a trouvé refuge dans cet établissement scolaire. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas facile. Nous sommes exposés à tout, nous sommes là. Bon, c'est pas une situation qu'on a voulu, mais nous sommes obligés de faire avec parce que nous ne savons pas où rentrer pour le moment. Les sinistrés souhaitent que les autorités compétentes se penchent sur cette situation afin de leur permettre de regagner leur domicile. Comment prévenir les risques des personnes exposées directement ou indirectement aux travaux électriques? La question était au centre de la formation organisée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. Pour le directeur du CIDFOR, cette formation de renforcement des capacités des professeurs du génie électrique vise à réduire les accidents liés aux interventions sur des postes électriques et dans les entreprises. Il faut que la sécurité électrique soit au programme. Je voudrais que ce soit ainsi dans notre système à la formation professionnelle. Qu'on ne jette pas l'anathème sur les autres. Qu'on se dise qu'on peut toujours apprendre. Permettre aux professeurs et aux travailleurs exposés aux risques électriques d'être au fait des normes de sécurité en vigueur dans le corps de métier de l'électricité. Cette initiative du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle bénéficie du soutien du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le CIDFOR entend former d'ici à la fin du mois d'octobre la totalité des enseignants de la filière génie électrique sur toute l'étendue du territoire national.
Les veuves de la crise post-électorale et les femmes victimes étaient à l'honneur au centre social d'Abobo. L'ONG Femmes Battantes a salué leur courage et leur détermination à faire face aux réalités quotidiennes de leur famille malgré leur situation de veuve. Elles ont reçu des sacs de riz, des seaux et autres ustensiles. Par ce geste, l'ONG Femmes Battantes veut rappeler à ces mères leur rôle majeur dans l'édification d'une nation. La présidente de l'ONG Femmes Battantes, Akoman Loukou Apolline, par ailleurs conseillère économique et sociale, les a exhortés à faire confiance au président de la République qui a décidé de faire de la question de l'indemnisation des victimes une priorité. Les femmes se sont engagées à soutenir le chef de l'État dans la constitution de son dossier de candidature à la présidentielle. C'est pourquoi elles ont mobilisé des moyens qu'elles entendent remettre au président de la République pour marquer leur volonté. Dans le tumulte de l'actualité politique au Burundi, deux faits majeurs de ce mercredi 10 juin retiennent l'attention. Le facilitateur dans la crise burundaise, Saïd Junit, jette l'éponge. On le savait récusé dans sa tâche par la société civile et l'opposition burundaise depuis le début de sa médiation. Il est reproché au diplomate algérien beaucoup de partialité dans sa démarche. Pour les leaders de la campagne anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, Saïd Junit mènerait des consultations sans un agenda clair. La société civile burundaise, elle, aurait souhaité voir le représentant spécial de Ben Ki-moon s'attaquer à des questions telles la libération des manifestants arrêtés, l'annulation des mandats d'arrêt lancés, plutôt que de le voir s'intéresser aux conséquences de la répression des manifestations. Après toute cette vague de récusations, le diplomate algérien Saïd Junit a donc annoncé ce mercredi 10 juin avoir renoncé à son rôle de facilitateur dans la crise burundaise. En qualifiant de bonne nouvelle ce départ, l'opposition burundaise a aussi appelé ce même mercredi au boycott de l'élection présidentielle du 15 juillet prochain, estimant que l'instabilité politique ne permettait pas d'organiser ce scrutin dont la tenue a été reportée de 3 semaines par décret présidentiel. On n'a même pas l'espoir que les médias puissent fonctionner normalement. En calendrier, lorsqu'on ne voit même pas la présence, ou on ne sent même pas l'espoir qu'il y aura présence des observateurs neutres. En calendrier, lorsqu'on voit que décidément, il n'y a rien qui est fait dans le sens d'apaiser les esprits. Les élections législatives déjà reportées une première fois auront lieu le 29 juin selon la présidence burundaise qui ajoute dans le même temps que le débat sur la candidature de Pierre Nkurunziza était clos. À quoi s'attendre dans l'évolution de la crise burundaise dans les semaines et mois à venir? La question reste posée. Pour l'heure, Bujumbura, la capitale du Burundi, elle reste en proie à des manifestations quasiment tous les jours depuis que le chef de l'État a décidé le 26 avril dernier de briguer un 3e mandat, bien que la Constitution en limite le nombre à 2. Ces jeunes joueuses n'ont qu'un but, redorer le blason du football féminin indonésien. Mais la partie est loin d'être gagnée dans un pays à majorité musulmane où le foot est considéré comme un sport d'hommes. En Indonésie, ce n'est pas courant pour une fille de jouer au foot. C'est plutôt pour les garçons, avec toutes les blessures, etc. En fait, au début, je n'étais pas très enthousiaste. L'équipe féminine ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2015 au Canada, mais la fédération est confiante pour l'avenir malgré la suspension que vient de lui imposer la FIFA. Avec 250 millions d'habitants, l'Indonésie dispose d'un vaste réservoir de joueuses. L'Indonésie a le potentiel pour développer le football féminin. Je pense parce que nous avons beaucoup d'habitants, mais aussi parce que le football en général et également le foot féminin sont très populaires dans une grande partie du pays. Si elle offre des avantages démographiques, la taille de l'archipel constitue en revanche un handicap logistique.
Il est en effet difficile et coûteux d'organiser des tournois ou de rassembler les meilleures joueuses de l'île, au risque d'en perdre certaines. Le football, c'est ma passion et je veux vraiment y jouer. Si l'Indonésie ne nous soutient pas, je réfléchirai à aller jouer dans un autre pays. Le gouvernement indonésien a annoncé sa volonté de mettre en place une ligue féminine, peut-être l'occasion pour ces joueuses de vivre un jour de leur passion.